Bon, il me revient une tâche très difficile de respecter véritablement le quart d'heure, parce qu'il faut que j'essaie d'imposer ça à tout le monde, il faut que je me l'impose à moi-même, que je donne l'exemple. Il y a bien sûr beaucoup de choses à dire. Après vous avoir dit tout le plaisir que j'ai à avoir tout le monde ici, c'est vraiment, Ilana l'a redit, c'est effectivement très émouvant de voir que nous sommes tous dans ce rapport amical, rassemblés par le plaisir vivant de Marcel Mauss. Il me semblait que la seule chose que je puisse faire, puisque c'est la revue du Mauss qui est à l'origine de cette réunion, c'est de raconter très brièvement l'histoire pratique et l'histoire intellectuelle du Mauss, que tout le monde ne connaît pas. Donc quelques éléments. Tout a commencé en 1981, lors d'un colloque sur le don, où je m'étais, moi qui ne vais jamais dans les colloques, j'avais vu qu'il y avait un colloque sur le don qui était organisé à l'Arbrel, qui est un autre grand lieu de colloque en France, dans un endroit qui est nettement moins agréable que Cerisy, un endroit construit par Le Corbusier. C'est nettement plus austère qu'ici. Et dans ce colloque sur le don, il y avait principalement des économistes, quelques anthropologues, des psychanalystes. Et nous avions été très surpris, il y a quelques-uns, notamment avec mon ami Gérald Berthoud, professeur d'anthropologie à Lausanne, de constater que psychanalystes et économistes, et une partie des anthropologues qui étaient là, disaient la même chose, et qui se résume très simplement: le don, c'est une illusion. C'est une illusion. Nous savons bien que le don n'existe pas, il n'y a que les calculs d'intérêt des sujets individuels, plus ou moins conscients, plus ou moins inconscients. Et l'autre surprise, c'était que dans ce colloque sur le don, tout se passait comme si personne n'avait jamais lu l'essai sur le don de Marcel Mauss, qui pourtant, quelques années encore auparavant, entrait dans toutes les formations de philosophie en France, de sociologie, d'anthropologie. Il avait déjà complètement disparu. Donc nous ne comprenions pas du tout ce qui se passait, et nous avons décidé de créer un petit réseau amical d'échanges de papiers, de working papers, et nous avons créé la première forme de la revue du Mauss, qui s'appelait le Bulletin du Mauss, très artisanal, fait par quelques amis, ça tenait à peine ensemble, c'était tapé sur des vieilles machines à écrire, et il y avait donc à l'origine un anthropologue, Gérald Berthoud, quelques jeunes économistes, deux jeunes Turcs, un jeune grec, et c'était une période très, très amicale, très amusante, très sympathique, où nous fabriquions de manière artisanale le Bulletin du Mauss, que nous allions déposer en librairie, et notamment aux presses d'une librairie des presses universitaires de France, où le chef du rayon sciences sociales, philosophie, nous avait pris en amitié, et du coup exposait très très bien le Bulletin du Mauss, le travail d'étudiant attardé, autour à côté de la caisse, et ça nous a permis d'être connus un peu dans le monde entier par les universitaires étrangers qui passaient à la librairie, quand le quartier latin existait encore, à la librairie des Puffs, et on voyait cette chose étrange, avec ce nom étrange, du mouvement anti-utilitariste en sciences sociales. Pourquoi ça s'est appelé comme ça, je ne sais plus très bien. Je ne sais plus très bien, mais en tout cas, ça a été le résultat d'un coup de pouce du destin, parce que ce nom a la double signification, mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, autrement dit mouvement anti-économiciste en sciences sociales, et puis l'hommage à Marcel Mauss. Ce nom nous a servi de guide, d'inspiration et de sens d'obligation, presque au sens maussien du terme. Il nous a donné une double obligation. Première obligation, expliquer ce que ça voulait dire anti-utilitariste. Finalement, on ne savait pas du tout. Nous savions bien que Durkheim et Mauss étaient contre l'utilitarisme, mais qu'est-ce que ça voulait dire? C'était pas très clair. Et puis, par ailleurs, il fallait rendre effectivement hommage à Marcel Mauss. Et donc, tout le travail de la revue du Mauss pendant les 10 premières années a été un petit peu un travail d'exploration de certaines des implications de ce signifiant. Alors, premier travail sur le signifiant utilitarisme. Au début, pour nous, l'utilitarisme, c'était une autre manière de désigner l'économisme. Et le travail du Mauss a été pendant 10 ans principalement un travail critique. Travail critique de la mutation intellectuelle et en fait politique qui était survenue en Occident dans les années 1970-1980. Ce que nous comprenions petit à petit, c'est que ce que nous avions vu au colloque de l'Arbrel, cet économisme généralisé à la fois des économistes, des psychanalystes, des sociologues,
c'était le résultat d'un mouvement de pensée beaucoup plus général, qu'on peut résumer très simplement. Jusque vers les années 1960-70, et depuis 2 siècles, les économistes avaient considéré que ce qu'on peut appeler le modèle économique, reposant sur la figure de l'homo economicus, c'était utile pour expliquer ce qui se passe dans l'économie, sur le marché des biens et services. Or, à partir des années 1960-70, les économistes avaient commencé à généraliser leur modèle et à dire, mais finalement, le modèle de l'homo economicus n'explique pas seulement ce qui se passe sur le marché des biens et services, mais dans toute la société. On doit faire une théorie économique de l'amour, une théorie économique du crime, une théorie économique du rapport à l'éducation, puisque c'est comme ça que ça a commencé, par une théorie du capital humain, du capital éducatif. On peut faire une théorie économique de la croyance. Est-ce que croire en Dieu, c'est rentable ou est-ce que c'est pas rentable? Est-ce que aimer, c'est rentable ou c'est pas rentable? Est-ce que tuer, c'est rentable ou c'est pas rentable? Etc., etc. Et le plus surprenant, c'est que presque toutes les sciences sociales, finalement, donnaient raison à cette hégémonie de la pensée économique. La sociologie de l'époque, soit du côté libéral avec Raymond Goudon en France, ou Michel Crozier, soit du côté post-marxiste avec Pierre Bourdieu, considérait également la sociologie comme une sorte, je reprends les formulations de Bourdieu, d'économie générale, d'économie généralisée. La sociologie, à cette époque, était considérée comme la forme de la généralisation du modèle économique. Et la même chose était vraie pour la philosophie politique. 1971, c'est la date de parution de la théorie de la justice de John Rawls, qui écrit une théorie de la justice du point de vue de l'homme économique ordinaire, comme le dit Rawls lui-même. Comment des hommes économiques ordinaires peuvent-ils fabriquer une société juste? Voilà la question qui va agiter les esprits pendant 30 ans. Même chose en psychanalyse, même chose en biologie, même chose en sociobiologie, même chose en partie en linguistique, etc., etc. Il y avait donc une forme d'économisme triomphant dans la pensée qui allait devenir après un économisme triomphant dans toute la société et à l'échelle mondiale avec la généralisation du marché financier. Comment expliquer ce triomphe de l'économisme? Petit à petit, nous en sommes venus à l'idée qu'il fallait le considérer comme une sorte d'apothéose de l'utilitarisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'utilitarisme? Vaste question d'histoire des idées sur laquelle nous avons pas mal travaillé. Bizarrement, c'est nous qui avons fait à nouveau connaître en France l'histoire de l'utilitarisme, puisque comme nous étions contre, il fallait bien qu'on sache ce que c'était, et on a essayé de le découvrir. Et nous n'allons pas entrer ce matin dans cette discussion, sauf si vous le désirez, mais petit à petit, enfin en tout cas pour ma part, je suis arrivé à l'idée que cet utilitarisme, c'est de l'histoire très ancienne, ça ne commence pas seulement au XVIIIe siècle, contrairement à ce que je crois avec fin XVIIIe avec Jeremy Bentham, contrairement à ce que j'ai cru très longtemps. Non, ça commence déjà avec la philosophie grecque, ça commence avec la philosophie chinoise et légiste, etc., etc. Je résume, nous avons publié une grosse histoire de la philosophie morale et politique qui considère toute l'histoire de la philosophie occidentale, on se limiter à l'Occident, comme l'histoire d'un débat permanent entre des thèses utilitaristes d'une part et des thèses anti-utilitaristes d'autre part. Mais je laisse de côté cette discussion sur le statut, la signification de l'utilitarisme pour aborder le deuxième aspect du travail que nous avons fait et qui a consisté à rendre hommage à Marcel Mauss. Là encore, pendant les 10 premières années de la revue, nous ne savions pas très bien où nous allions. Nous avions simplement en tête le point essentiel, c'est pour ça que la revue a choisi ce nom, c'est que Mauss nous offre la principale ressource théorique pour contrer justement cet économisme généralisé. Cette ressource, on peut la résumer à partir d'une citation de l'Essai sur le don, que vous connaissez tous. L'homme, écrit Marcel Mauss, n'a pas toujours été un animal économique. Voilà, je pense, la formule principale. L'homme n'a pas toujours été un animal économique. Il n'y a que très peu de temps qu'il l'est devenu. L'homme économique, ajoutait Mauss, n'est pas derrière nous, il est devant nous. Il avait raison, il écrivait ça en 1924, et l'homme économique était devant lui, il est maintenant présent, il est partout présent. Mais il n'est pas naturellement présent, c'est ça la question, le point fondamental.